Ah, il fait chaud, alors pour cette vidéo, on va laisser nos esprits se reposer. Dernièrement sur la chaîne, on a parlé des ouvrages qui ont le plus marqué les esprits des éminents abonnés. Mais pour ma part, au-delà des auteurs et des idées que transportent leurs ouvrages, j'ai presque autant d'attirance pour l'objet livre que pour la réflexion ou les aventures qu'il contient. Et j'aime plus particulièrement les vieux livres. Souvent d'ailleurs, il apparaît que pour des raisons politique ou pour un manque d'appétence de la part du public, des livres anciens ne soient plus réédités depuis longtemps. Et du coup, quand on tombe sur ces vieux ouvrages, on peut tomber sur des auteurs ou des idées que l'histoire contemporaine n'a pas voulu retenir. Ça a été le cas de La Loi de Frédéric Bastiat qu'on a vu dans la vidéo précédente, et ça a été aussi le cas de La Loi des reins de l'oligarchie de Robert Mitchels, qui a été édité la première fois en 1915 en France et qui n'a plus connu de réédition jusqu'en 2015. Ce qui fait finalement de ces ouvrages de véritables reliques. D'ailleurs, des livres anciens, où est-ce qu'on peut encore en trouver ? Il existe des librairies spécialisées, hein. Moi ici à Nice, il y en a une sur laquelle on a déjà fait une vidéo et dont je vous en parlerai à la fin de celle-ci. Mais il existe aussi d'autres passionnés qui achètent et revendent des livres très anciens. On va passer en mode vlog pour vous faire partir à la rencontre de l'un de ces passionnés. C'est parti. Pour être honnête, les prises de vue extérieures que j'ai réalisées étaient si visuellement infectes que j'ai préféré mettre en avant les images issues d'un autre vlog dont vous voyez le titre en haut de l'écran. Les vlogs niçois vous montrent des choses que vous connaissez déjà la plupart du temps. Palmiers, la mer Azur, la promenade des Anglais, la place Masséna et le Vieux-Nice. Mais dans le Vieux-Nice, on trouve le palais de justice. Et au pied du palais de justice, on peut croiser Gilles et ses trésors littéraires. Peux-tu te présenter, expliquer ton parcours en 1 minute? Écoute, alors on va commencer un petit peu par les études. Si tu veux, depuis mes premières lectures à la bibliothèque municipale, moi j'ai été attiré par l'histoire, donc je lisais que des bouquins d'histoire, et du coup, naturellement, je voulais être prof d'histoire. Après, dans mes études, finalement, elles ont été un petit peu orientées vers autre chose. J'ai fait un bac économique, j'ai fait un BTS tourisme, rien à voir, ça c'est par rapport à la région, à Nice, hein. Et puis après, je suis revenu, j'ai fait une licence de géographie. Et après, il fallait gagner de l'argent et j'ai complètement changé. J'ai pris une affaire avec ma sœur dans la restauration. Et puis après, pour diverses raisons, j'ai repris des études en histoire parce que je me suis dit non, je suis revenu vers ma première passion, l'histoire. Pour des raisons un peu familiales, j'ai dû arrêter. J'ai continué la restauration pendant une vingtaine d'années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut vivre de sa passion et je suis revenu vers l'histoire, enfin, différemment vers le théâtre. Voilà, je suis revenu vers le théâtre. C'est parce que j'en avais fait également pendant mes études et j'ai fait des cours pro à Paris. Et il y a peu d'élus dans le théâtre, donc j'ai continué le théâtre à côté. Je voulais rester dans la danse des mots, dans la langue, et du coup, comme j'ai toujours beaucoup lu, que j'avais énormément de livres, j'ai commencé dans des vides-greniers à vendre des livres, et puis au bout d'un moment, j'ai dit pourquoi je ne ferais pas mon métier de la vente de livres. Et du coup, voilà, j'ai pris ma carte professionnelle, et voilà, j'ai plein de bouquins, et je vis avec ma passion, et ça, c'est l'essentiel, j'ai l'impression que je travaille pas. Donc la danse des mots fait partie de ta passion et tu as fait de ta passion un métier. Mais pourquoi avoir choisi le livre ancien? Oui, en fait, je fais pas que du livre ancien parce qu'en fait, là on est au Cours Aléa, donc je suis brocanteur. Donc en fait, ça va donner une seconde vie. Seconde vie, quand on parle de livres du 16e, 17e, donc c'est plusieurs vies. Ça va redonner vie à beaucoup de livres, en fait, ça va empêcher qu'ils soient perdus, qu'ils disparaissent, qu'ils soient jetés. Je ne fais pas que le livre ancien, puisque il y a des livres moins anciens qui sont vraiment intéressants, et puis il y a des auteurs du 19e, du 20e qui sont très très bons. Mais le livre ancien, donc c'est le côté histoire, par quels endroits ils sont passés, quelles mains les ont manipulés, c'est ça qui est un petit peu fascinant, c'est qu'on touche un objet qui a 300 ans, ils ont passé la Révolution, ils ont passé tellement de choses, ils ont survécu jusqu'à nos jours, et ça je trouve ça merveilleux, quand c'est des pages d'histoire, c'est fabuleux. Voilà, ça c'est pour mon côté donc un petit peu charnel avec le livre ancien, puisque et notamment, bon là, il y a
une majorité de livres en français, donc de langue française. Et puis on voit à travers les époques en même temps l'évolution du français, du XVIe siècle. Je veux dire, les différentes réformes qu'ils ont eues, ce français du XVIe très truculent, on va dire, on dirait même presque, si on veut le relier, un petit peu vulgaire, parce que c'était cru. Après, on est donc au XVIIe et XVIIIe, un français de plus en plus châtié, une très belle langue, un peu plus, je vais dire, conformiste, parce que le XVIe, ça partait dans tous les sens. Donc là, XVIIe, XVIIIe, c'est beaucoup plus sage, mais c'est très belle langue. Et puis voilà, après à partir on va dire du XVIIIe, c'est vraiment pratiquement un français moderne, à part après sur la typographie, où les S et les F sont des lettres identiques en imprimerie, mais autrement c'est lisible comme le français de nos jours. Après, voilà, ce qui est fabuleux, c'est un petit peu le livre, c'est un peu une chasse au trésor. Donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et on va tomber sur de très belles éditions de miniaturistes comme Gradassi par exemple, où il y avait d'ailleurs une imprimerie qui était à Nice, les Heures Claires, avec Pardo, enfin l'imprimerie Pardo. Et là c'est fabuleux, le travail de reliure, le papier. Enfin, ce sont des œuvres d'art qui coûtaient à l'époque une fortune. Et bon, aujourd'hui d'ailleurs on les fait plus parce qu'ils coûteraient trop cher. Il y aurait plus preneur. À l'époque c'était souscription, mais on arrive à retrouver donc des ouvrages du XXe qui sont fabuleux. On y, autant sur la façon que sur le fond. Bon, ils reprennent souvent des classiques, mais voilà, c'est un plaisir, une petite chasse au trésor. On va trouver des perles, c'est fabuleux. Donc on ne sait jamais. En fait, c'est pas tellement nous qui choisissons le livre, mais c'est les livres qui nous choisissent. Je veux dire, c'est une rencontre. Donc c'était les nobles qui avaient les livres anciens. Sauf qu'on voit vraiment des belles reliures, des belles dorures. Ça valait des fortunes à l'époque. Et à la Révolution, c'est vrai qu'il y a eu énormément de livres brûlés, de châteaux pillés. Il y a toujours eu quand même des personnes qui ont eu cet instinct, qui les ont conservés. Ce qui est fascinant, parce que ce sont des survivants. Ce sont des rescapés, voilà, et donc il faut en prendre soin. Comment choisis-tu les ouvrages que tu proposes à la vente? Qu'est-ce qui te décide à dire c'est celui-ci? Alors il y a plusieurs façons, c'est-à-dire la plus simple, c'est sur les salles de vente, donc les ventes aux enchères. Donc les ventes aux enchères, où on arrive à trouver vraiment une grande diversité, une grande qualité d'ouvrages. Et donc là pareil, on ne sait jamais ce qui va tomber. Donc souvent quand c'est des grands lots, ben justement c'est pareil, on arrive à trouver des pépites noyées autour d'ouvrages plus communs. Et ça, voilà, on est comme des enfants à la découverte. Et autrement, ben chez des particuliers, bon, quand il y a des successions, souvent des personnes, les parents, les grands-parents avaient des grandes bibliothèques, ce qui se fait moins aujourd'hui parce qu'on a souvent des appartements plus petits, donc les héritiers souvent se séparent de livres et là ils font appel à nous. Une belle découverte, c'était le premier témoignage des survivants du radeau de la Méduse. C'est un ouvrage de 1817 puisque le naufrage a eu lieu en février 1816 et là donc c'est des petites découvertes comme ça qui illuminent la journée. Voilà. Dis-nous quel est ton auteur favori? Et pour quelle raison? Par rapport à ma passion qui est l'histoire, ça va être un historien, ça va être Jean-Christian Petit-Fils, qui a notamment fait une histoire de Louis XVI fabuleuse, notamment aussi une histoire de Jésus vraiment remarquable. Une de ses grandes qualités, c'est qu'il y a une bibliographie chaque fois à la fin de ses ouvrages qui donne une ouverture énorme. Si on veut encore préciser, parce qu'on peut toujours mettre un focus et précis dans l'histoire, c'est sur une année d'histoire, on pourrait en parler pendant 1000 ans sans se répéter. Donc ça serait Jean-Christian Petit-Fils, voilà. Et mon seul regret, c'est que Jean-Christian Petit-Fils n'ait pas fait de biographie sur Napoléon. Ça, bon, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que comme c'est mon auteur vraiment en histoire favori, j'aurais aimé aussi avoir une petite... Enfin bon. Et parle-nous maintenant du livre dont tu ne te sépareras jamais. Alors le livre dont je ne me séparerai jamais, écoute, c'est tout simplement un fablier de La Fontaine. Parce que les fables de La Fontaine, on peut les lire, les relire, il y a plusieurs, on va dire, niveaux de lecture, de compréhension, grammaticalement, au niveau, enfin, c'est un plaisir à l'écoute, un plaisir à la lecture, et puis c'est d'une subtilité. Je veux dire, il faudrait, je pense que les fables, les enfants, on les apprend toujours trop tôt. Ça serait, les fables de La Fontaine, on peut
pas les apprendre, on devrait pas les apprendre avant le niveau du bac. On peut rester sur une île déserte avec les fables de La Fontaine et on ne s'arrête jamais. C'est un génie de la langue française de toute façon. C'est peut-être le plus grand français, le plus grand génie de la langue française, La Fontaine. À mon sens, c'est pas qu'à mon sens, puisqu'il y a beaucoup de... c'est pas une découverte. On ne veut pas dire que c'est une découverte. Voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver tous les lundis lors du déballage de Saleya, des brocanteurs de Saleya, plus particulièrement sur la place du Palais de Justice, donc tous les lundis. Et 3 samedis par mois, là nous sommes qu'entre bouquinistes, sur la place du Palais de Justice, le 1er, 3e et 4e samedi chaque mois. À Menton, certains dimanches, les jeudis à Antibes, après voilà, on va dire et Valbonne le 1er dimanche de chaque mois. Pour les contacts, alors essentiellement des rencontres voilà, en direct. Autrement, on peut me joindre pour des demandes de livres, pour des recherches. Donc à Gilles Galucio, GA2LU2C, tout attaché, @hotmail.com. Voilà. Mon seul lien virtuel. Eh bien, merci pour ta participation. C'est moi qui te remercie, Nicolas. Ce fut un plaisir. Un plaisir matinal. À très bientôt. Et en plus d'être fort sympathique, Gilles est doté d'une empreinte culturelle très importante et vous aurez l'occasion d'échanger avec lui sur beaucoup de périodes historiques. Et en plus de Gilles et des autres stands, vous avez également le Brouillon de Culture, cette véritable caverne d'Ali Baba et dont la propriétaire nous a accordé une sympathique interview que vous pouvez découvrir ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt sur Éminence Gréco.